Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Choupex et je suis ravi de vous retrouver un peu en retard pour la critique analyse du chapitre 1064 de One Piece. Je suis un peu en retard parce que j'avais prévenu sur mon stream que lundi j'avais des choses à faire, dimanche soir j'étais en stream donc j'avais pas le temps de faire la critique. Mais je vous le fais en ce mardi, elle devrait sortir vers 14h, 15h la critique. Donc désolé un peu en retard, mais tout de même, me voilà. Comme d'habitude on prend le chapitre page par page et je vous donne mon avis, un chapitre que j'ai particulièrement aimé, vous commencez à connaître cette phrase, mais pour le coup c'est vraiment un chapitre qui est même au-dessus, je trouve, des derniers, pourtant qui sont déjà très bons, mais là on a vraiment des révélations. Et ça commence dès la première deux pages avec tout simplement la confirmation qu'Aokiji est en tout cas parmi l'équipage de Barbe Noire, étant donné que je fais toujours partie de ceux qui pensent qu'Aokiji n'est pas, en tout cas est un infiltré, est agent double. Euh, Ce qui me le confirme, c'est tout simplement que Aokiji, nous savons que c'est un des plus, sa chronologie, et c'est un amiral, donc une des plus grandes forces de la marine. Il a une vision de la justice différente de Akainu, il se bat, il perd, et il décide donc de partir. La réalité, c'est qu'au moment où il part, etc., il y a longtemps, le Sword n'en avait aucune connaissance, donc on se disait, ok, peut-être qu'Aokiji a pété un plomb, il devient, voilà, il devient pirate. Moi, ma réflexion, ça a toujours été de me dire, Aokiji n'a aucun intérêt de devenir pirate. Si vraiment le monde actuel et la justice actuelle de la marine ne lui convient pas, autant devenir révolutionnaire. Autant qu'il devienne révolutionnaire, qu'il révolutionne l'état actuel des choses, et que, une fois la révolution faite, qu'il soit à la tête de ceux qui, justement, géreront la justice. Ça, c'était mon premier raisonnement. Mais lorsqu'on a eu toutes les informations sur le Sword et cette unité avec une vision de la justice différente, etc., avec Smoker, Kobe, etc., pour moi, il n'y a aucune chance pour que Aokiji n'en fasse pas partie. C'est toute l'âme d'Aokiji. Le Sword, c'est Sengoku, c'est Garp, c'est Kobe, c'est Smoker. C'est des gens comme Aokiji qui ont une vision de la justice différente et pas radicale, qui a une vision plus ouverte sur la piraterie, etc. Donc pour moi, confirmation Aokiji est bien dans l'équipage de Barbe Noire, mais pour moi, je vous le dis, c'est un infiltré du Sword. Et ça expliquerait encore plus pourquoi, souvenez-vous, il y a beaucoup de chapitres, on avait déjà vu, c'était Shiryu qui se méfiait d'Aokiji. En réalité, on ne savait pas à l'époque de qui il se méfiait, mais qui disait « je me méfie de cet homme ». En fait, c'est tout simplement parce que c'est normal, Aokiji est un ancien amiral, et donc Shiryu émet des doutes sur le fait qu'Aokiji ait pu tourner sa veste. Néanmoins, là, avec l'enlèvement de Pudding, on a confirmation que Aokiji remplit pleinement son rôle d'espion, c'est-à-dire qu'il est infiltré, et que quand Barbe Noire lui demande de faire quelque chose, il le fait. Là, Barbe Noire, en tant que capitaine, lui a demandé d'aller sur Touchland, d'enlever Pudding, étant donné que c'est une des survivants de la race des trois yeux qui peuvent éveiller un troisième œil et lire les poneglyphes, d'aller l'enlever avec Van Ogre et de la ramener pour pouvoir lire les poneglyphes et progresser dans la quête du One Piece et de Loftel. Il le fait. Donc je pense qu'il est vraiment dans ça. C'est un agent double, qui est un agent du Sword, qui est avec Barbe Noire. La vraie question que je me pose, c'est comment ça va se passer avec le fait que Kobe a été enlevé aussi. Est-ce qu'il va pouvoir faire passer des messages à Kobe? Est-ce qu'il va pouvoir faire passer des messages à la marine? Est-ce qu'il arrive à faire donner des informations au Sword? Ça, c'est la question que je me pose. Donc, cette première de page, elle est très importante. Parce qu'on se dit, ok, punaise, confirmation, Pudding, elle est bien enlevée par l'équipage de Barbe Noire, par Aokiji, et du coup par Van Ogre. Ce qui explique un peu aussi la facilité qu'ils ont eu pour aller à Totland. Totland, souvenez-vous, c'est plein de petites îles. C'est une archipel, enfin c'est plein d'archipels de petites îles, etc. C'est plein d'îles. En fait, Van Ogre, avec le fruit de la téléportation, a juste téléporté en fait à Aokiji. Maintenant, moi, je suis toujours intrigué. Quel est réellement son pouvoir? Est-ce que c'est juste ce qu'il voit, et du coup, s'il voit, vu que c'est un sniper, il a une très bonne vue, même une vue augmentée grâce à sa visée ou à sa lunette, il peut se téléporter plus loin. Voilà. Ça, c'est la question que je me pose. Donc, on reprend le chapitre et on reprend avec le combat Barbe Noire contre l'eau. Un combat, moi, que j'ai bien aimé, encore des doubles pages. Oda comment dire, nous régale, honnêtement, il nous régale. Et j'ai vu beaucoup de personnes se plaindre de ne pas comprendre les doubles pages, de ne pas comprendre les combats, de ne pas comprendre dans quel sens c'est fait. Oda n'est clairement pas, dans les mangas que je lis, le mangaka, je trouve qu'il effectivement aménage le mieux ses cases pour qu'on comprenne tout de suite, etc. Néanmoins,
En fait, je sais pas, moi j'ai trouvé ça plutôt logique à lire, mais apparemment il y a pas mal de gens que ça a perturbé et qui ont dû s'y reprendre à plusieurs. Donc ce qu'on voit, c'est tout simplement un échange de coups entre Lo et Barbe Noire. C'est cool de voir Barbe Noire s'étonner et se dire merde, Lo il a éveillé son fruit, ça je m'y attendais pas, ça je le savais pas. Et on voit aussi que quelqu'un a décrit les pouvoirs de Lo à Barbe Noire. Qui est-ce? Est-ce que c'est ce salopard de Caribou qui est dans le tonneau? On sait qu'il donne des informations à quelqu'un. Est-ce que Caribou du coup donnerait des informations à Barbe Noire? Caribou était à la prison d'Udon, était au Wano Onigashima. On ne l'a pas vu beaucoup, mais est-ce qu'il aurait vu quelques facultés de Lo? Et justement, il n'aurait pas vu. Ce qui pourrait s'expliquer parce qu'en fait, Caribou n'est pas sur Onigashima, il était à Wano, donc il a peut-être pu apercevoir quelques échanges de passes d'armes de Lo sur Wano, mais pas sur Onigashima, vu qu'il n'était pas sur l'île. On a Penguin et Orca qui vont comment dire, qui vont avoir aussi un petit moment à eux où on les voit faire des trucs dans l'eau. Je sais pas quoi penser. Est-ce qu'ils sont des hommes poissons et on ne le savait pas, on n'avait pas compris? Est-ce que c'est des hommes je sais pas trop quoi penser en fait, parce qu'ils ont vraiment le chara-design d'un homme, mais ils font des attaques sous-marines avec l'eau qui sont ultra puissantes. Donc assez surprenant, assez cool aussi de voir. Excusez-moi, je vais. Assez cool aussi de voir Barbe Noire qui utilise vachement le fruit du démon, qui d'ailleurs n'utilise pas son Yami Yami no Mi, mais il utilise le Gula Gula no Mi, le fruit du tremblement. Et que, bah oui, le fruit du tremblement, eh ben, ça déstabilise plein de gens, c'est un bordel, on voit l'équipage de l'eau, les lambda, eh ben non, ils peuvent pas résister, ça tremble trop, c'est trop la merde. Donc voilà. On voit aussi Doku qui dit mince, Stronger a cassé sa pipe. En fait, la réalité, il y a deux trucs. Stronger, il y a deux possibilités qu'il soit mort. La première, il a été réellement découpé. C'est pas une découpe comme dans la room, c'est une découpe classique. Il s'est fait couper en deux. Oda a pas rigolé, il s'est fait couper en deux. Là, il est mort coupé en deux. La deuxième, c'est que Stronger est un cheval qui a mangé un fruit du démon et que en dessous de Barbe Noire, de Doku et de Stronger, c'est de l'eau. Si Stronger, en étant découpé, est tombé dans l'eau, il se noie et donc est mort. Donc je pense qu'il est possible que Stronger soit réellement mort et que du coup Doku a dit vraiment la vérité. Bah merde, mon Stronger il a cassé sa pile. Ce qui m'emmerde un peu, c'est qu'il a l'air de pas trop être choqué. Il dit je l'aimais bien, mais il a pas l'air d'avoir un trop gros lien avec son cheval. Alors je pensais j'aurais bien aimé voir une relation un peu plus poussée entre les deux. Néanmoins, donc ce qu'ils ont suivi, c'est Orca et Pingu qui attaquent et qui font une sacrée attaque en fait. Alors je sais pas trop comment expliquer le fait que Orca, en prenant de l'eau, il fait une sorte d'attaque un peu à la Pokémon, vous savez, bulle d'eau, ou je sais pas trop comment vous le dire, mais ça crée une explosion, mais qui est pas petite, et je sais pas trop comment l'expliquer. Alors, on les voit qui disent, pour qui nous prenez-vous, on a grandi dans un port glacial de Norblue. Moi je comprends pas cette réflexion. C'est pas parce que t'es né dans North Blues et que t'es né dans un village où il y a un port que t'as ces facultés. Des personnages dans One Piece qui sont nés dans une ville proche de la mer, proche de l'océan et où il y a un port, ils savent pas faire tout ça. Hein. C'est pour ça que vraiment, grosse question, qu'est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils sont juste des humains? Est-ce qu'ils sont d'une autre race? Est-ce qu'ils sont des hommes poissons et on ne le sait pas? Voilà, moi c'est la vraie question que je me pose. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils sont stratégiques et qu'ils parlent de combat naval. On sait qu'Oda voulait en faire des combats navals et que c'était assez complexe à mettre en œuvre. Là, il nous le fait. C'est assez cool en réalité. On peut même voir un petit détail assez sympa, c'est qu'on a sur la case juste à côté le sous-marin de l'eau et on voit qu'il y a à peine de petits canons comme je sais pas si c'est des canons ou des propulseurs sous le sous-marin, ça c'est sympa. Donc là, en fait, Orca et Penguin, ce qu'ils disent, c'est tout simple. Vous êtes tous des fous du démon. Hop, nous on se bat dans l'eau. Combat naval. On va, dites adieu à votre navire. On voit d'ailleurs que Beppo donne des infos à Jean Bart qui protège le capitaine. Donc en fait, c'est ce qui est cool, c'est que moi je vous avais dit, je ne vois pas l'équipage de l'eau comme un équipage puissant. Ce chapitre me confirme, pour moi, ils ne sont pas très puissants.
Je les mets toujours pas dans les équipages les plus puissants de One Piece, très clairement pas. Néanmoins, ce qui est cool, c'est de voir qu'ils ont un très bon travail d'équipe. Peut-être que seul tu peux être plus faible, mais à plusieurs tu peux être plus fort. Si tu te complètes bien, tu deviens plus fort. Donc je vois Orca et Penguin, je me dis putain ils se complètent bien. Quand je vois Beppo et Jean-Bart, ils se complètent bien. Donc assez sympa. Assez sympa, même si je suis surpris de voir que Jean-Bart peut tanker très simplement des attaques. Alors je l'explique pas, des attaques de Vanaugr. Il tire au plomb. Comment Jean-Bart tank le plomb? Est-ce qu'il a le acquis de l'armement? Possible. Mais j'estime quand même que son acquis de l'armement, c'est Vanaugr, mais son acquis de l'armement à lui, s'il est censé l'avoir, mais qui sait, peut-être qu'il ne l'a pas. Il devrait le percer à travers. En tout cas, ce n'est pas le cas. Donc, intéressant de savoir plus ça va être plus détaillé dans l'animé. Je suis déjà très content d'ailleurs que Oda nous offre ces pages de combat, parce que souvent il nous ellipse ces combats. On voit du coup Law kick toujours combat contre Barbe Noire, il lui fait une attaque très similaire à celle que Big Mom, donc une attaque très puissante. On voit d'ailleurs que Barbe Noire prend extrêmement cher. Vanaugr qui fait une petite remarque en disant mais voilà ce qui se passe quand on fonce dans le tas sans réfléchir. Ce qui est un peu comment dire, ce qui est un peu le problème de Barbe Noire, quoi. Ça a été toujours son problème. Marineford, Impel Down, c'est trop confiant de lui-même. Et ça va être un problème. Pourquoi je dis ça? Parce que les combats qu'on a eu, vous savez, de Flamingo est le rare antagoniste à avoir respecté Luffy, tout comme Katakuri. Mais tous les antagonistes qui ont eu trop de confiance en eux-mêmes et n'ont pas assez respecté Luffy, ils ont perdu. Je trouve que le problème de Barbe Noire, c'est qu'il a trop confiance en lui. Il ne respecte pas ses adversaires, il a 2 flux du démon surpuissants, et en plus il se ment à lui-même, parce que quand il te dit ne dis pas de bêtises, personne ne me fait reculer, c'est un mensonge. On vient de voir Boa Hancock et Riley te faire reculer. On t'a vu reculer face à Shanks, on t'a vu reculer face à bien des gens. Alors j'entends des gens dire oui mais il ne fuit pas, il est stratégique. Non, ce n'est pas ce qu'il dit là. Là ce qu'il dit c'est personne ne me fait reculer. C'est faux. Akainu, quand tu veux faire un échange contre la marine, tu te rends compte qu'il est là, bon ben tu t'en vas. Pourtant, il a le Gula Gula no Mi et il a le Yami Yami no Mi. Shanks te fait reculer. Je veux bien qu'il soit intelligent à se dire là c'est pas le bon moment. Mais dire personne te fait reculer, c'est faux. Barbe Noire n'est pas le plus courageux et c'est un lâche, c'est un fourbe. Il est stratégique et oui, il recule en fait. Je comprends, j'ai un peu du mal avec cette case. Oui, il recule et c'est pas un souci de dire Barbe Noire a fui de maintes et maintes fois parce que c'était logique qu'il s'en aille. Parce qu'il avait peur de tout perdre, parce qu'il était intelligent, réfléchi, qu'il s'est dit je fonce pas là, je vais pas foncer dans le tas comme un idiot, ce qui montre qu'il est réfléchi. Donc un peu surpris de ses cases. Ensuite, il nous fait un petit coup en mode je suis Barbe Noire. Bon, voilà. Law qui dit tous les détenteurs, tous les lieutenants sont des détenteurs fruits du démon. On a une petite passe de dialogue. Law qui dit ben voilà, ben donc forcément, si vous avez tous des fruits du démon, vous êtes vulnérables à la mer. Mais le problème, c'est qu'on voit bien que Barbe Noire était en phase de tomber dans l'eau. Vanaugr se TP dessus. Il a retépé sur la terre ferme. Donc bon. Vanaugr, tant qu'il est dans les parages, à mon avis, ils pourront pas les foutre à l'eau. Barbe Noire qui, par contre, nous parle des fruits du démon, présente peut-être des inconvénients, mais ils offrent surtout des avantages. Très bien, pourquoi pas. On voit son bateau, son navire qui se fait attaquer. Et on voit Orca et Penguin, donc, avec le vaisseau qui essaye de faire couler le navire de Barbe Noire. Ensuite, on a un peu. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'on voit un peu l'intérieur du bateau de Barbe Noire avec la case où on revoit Pudding. Alors là, c'est le moment très intéressant parce que, en fait, la réalité, c'est que c'est très rare qu'on ait une mini-aventure et d'un coup, ce qu'on voit dans une mini-aventure, c'est-à-dire Vanaugr qui accompagne Aokiji après avoir enlevé Pudding, on a tout de suite où est Pudding. On sait tout de suite où elle est. Voilà. Je vous ai montré qu'il a enlevé. La réalité, elle est là sur le bateau, elle est là dans le bateau, elle est là dans les geôles de Barbe Noire. Je trouve ça très surprenant. Je l'ai dit lors du dernier chapitre, quand Law dit, Barbe Noire et Law disent on va récupérer les poneglyphes de l'autre. Premièrement, pourquoi Barbe Noire se promènerait avec les copies de ces poneglyphes? Pourquoi Barbe Noire se
se promène avec Pudding. Je ne comprends pas. Tu as une île, tu as des commandants. Pourquoi Pudding est là? Deuxième chose, si Pudding est là, alors est-ce que Vanaugr et Aokiji étaient sur le bateau de Barbe Noire et juste Barbe Noire ne s'est pas déplacé à Totland, il les a envoyés le chercher, puis il a dit allez-y, je vous attends. Il y a des trucs où je me dis mais merde quoi. Moi je serais Barbe Noire, mes copies de Poneglyph déjà je les ai pas. Hein. Je vais attaquer un mec qui peut me les prendre à 3 millions de berries, où ça comporte un risque, je suis assez logique, je suis assez réfléchi. J'amène pas mes copies de Poneglyph, hein, très clairement. Je les laisse à la ruche sous protection d'un commandant. Pudding, pareil. Si Vanaugr et Aokiji ont capturé Pudding et ne sont pas directement sur mon bateau, je l'amène directement à la ruche, etc. Je ne la mets pas sur mon bateau. Parce que la réalité, et je le dis tout de suite, Oda prend pas cette décision de faire ce choix-là et faire rencontrer Barbe Noire l'eau. Si Barbe Noire il rencontre le fil, et Pudding, déjà la possibilité qu'il perde, parce que là il est juste avec Vanaugr, de ce qu'on voit, et le catcheur, j'ai oublié son nom, il se fait éclater. Et Pudding est libéré. Et s'il a ces trucs de Pudding, il se fait tout prendre. Et c'est un problème. Moi je trouve qu'il y a un vrai problème de logique sur ça. Enfin, peut-être je suis trop tatillon, mais ça me fait chier. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fout là, quoi? Pourquoi elle est sur le bateau de Barbe Noire? Pourquoi c'est quelqu'un. En fait, le truc qui m'énerve, c'est Pudding est ultra importante pour Barbe Noire. C'est la personne qui peut la faire, lui permettre de lire les poneglyphes, de lire les road poneglyphes, de lui permettre de lire les anciennes écritures et lui permettre d'arriver au One Piece. Mais pourquoi tu la mets en danger en la mettant là? Ou alors, si tu la prends avec toi, c'est que tu as les road poneglyphes et tu commences vraiment à entreprendre le voyage et donc tu la gardes sous protection. Tu es avec tes commandants et ta flotte avec toi et voilà, elle est protégée. Là, je trouve quand même que elle est dans une geôle, dans un gros bateau rempli de troncs. Enfin, je trouve ça très bizarre. Chose intéressante, c'est qu'elle nous dit si Mama est encore en vie, alors vous allez vite déchanter. Si Mama est encore en vie, vous allez vite déchanter. Et en fait, elle dit pas, dans la traduction française en tout cas, elle dit pas Mama est morte. J'ai vu plein de gens dire oui, Pudding dit que Mama est morte. Mais non, pas du tout. Elle dit simplement si Mama est encore en vie, Donc si elle n'est pas morte, il faut le prendre comme ça, si elle n'est pas morte, mais vous allez vite déchanter. Parce que si elle apprend, et c'est réel, Big Mom, moi je suis l'un de ceux ça m'énerve les gens qui ne respectent pas cette pirate qui est phénoménale. Cet empereur, qui est Big Mom, si elle apprend tout ce qu'a fait Barbe Noire, qu'il a attaqué son île, enlevé Pudding, et Big Mom, on l'a vu à Totland, à quel point Pudding est importante à ses yeux, à quel point elle a de la valeur pour ses plans pour le One Piece. Elle a attaqué ses enfants, attaqué son île, attaqué son royaume, attaqué son territoire. Il va y avoir représailles. C'est ça que veut dire Pudding. C'est si ma mère est en vie, qu'elle arrive à sortir de la merde où elle est, parce qu'en fait, elle sait pas, elle est juste, il y a eu une grande guerre. Bon, mais sa mère et son allié, le Kaido, ont perdu. Voilà, elle ne sait pas. Personne ne sait s'ils sont vivants ou morts. Personne. Les journaux ont peut-être dit, Morgan a peut-être dit qu'ils étaient morts, Kaido et Big Mom. Personne ne le sait, ni toi ni moi. Le narrateur n'a jamais dit qu'ils étaient morts. Donc ne dites pas, parce que Pudding dit ça, elle est morte. Non, elle ne dit pas que Mama est morte. D'accord? En réalité, c'est le mec de l'équipage de Barbe Noire qui lui dit ouais, c'est le tueur de ta mère en fait qu'ils affrontent. Et en fait, comment il peut savoir ça? C'est que ça a été sorti dans les journaux, ce que je vous disais. Donc Morgan a dit ça, mais Morgan n'était pas à Wano. Il a peut-être eu des reporters sur Wano, peut-être eu des infos, mais ces infos sont erronées parce que personne ne sait où sont et dans quel état sont Kaido et Big Mom. Kaido, son attaque finale, il est entouré de magma. Pourquoi il mourrait dans du magma classique? Big Mom et Kaido ont un acquis des rois revêtu qui les empêche de prendre des dégâts. Pourquoi? Voilà. La seule chose qu'on pourrait dire, c'est oui, ils vont suffoquer dans la possible. La réalité, c'est qu'ils sont peut-être sortis. Attendons d'avoir le narrateur qui le dit. Quand je vois la mort de Barbe Blanche, à quel point le narrateur s'est empressé de dire cet homme était phénoménal. Oda nous mettait en avant un empereur. D'accord? Il le faisait de son vivant, il l'a fait lors de sa mort.
Kaido et Big Mom, c'est la même chose, réfléchissez. Kaido, quand il nous le met en avant pour la prochaine fois, il dit « C'est le monstre le plus fort du monde, ils ont essayé de le tuer, ils l'ont torturé, ils l'ont pendu, machin, mais jamais il n'est mort, machin. » Il le met en valeur. Big Mom, pareil, c'est la femme la plus forte du monde. Mais s'il les fait mourir, bien sûr que le narrateur dirait deux des plus grands pirates du monde de One Piece, machin, il les mettrait en valeur. C'est des Rocks, c'est des gens, c'est des personnages ultra importants, c'est des personnages de fin d'œuvre qui sont ultra importants, c'est des empereurs. Donc non, moi je ne pense pas qu'il soit mort. Donc Pudding est là. Voilà, donc alors ce qui est cool, c'est que on voit la réflexion par contre qui est cool dans ce cas, c'est comment veux-tu que l'histoire se fasse si les anciennes légendes s'accrochent plus à leur trône. En fait, c'est la logique, c'est le remplacement des choses. Une génération, elle domine, la nouvelle génération arrive, elle remplace l'ancienne génération, tatati tatata, c'est comme ça qu'il y a eu l'évolution, les cultures ont évolué, c'est comme ça pour tout. On repart sur le combat l'eau Barbe Noire, on voit qu'il combat toujours avec le Gula Gula no Mi, sauf que là, il active le tourbillon noir. Ma question est, est-ce qu'il essaierait pas de l'attirer? Voilà. Le truc, c'est que si il essaye de l'attirer, on a vu l'eau justement nous dire, si le Haki est plus fort que l'utilisateur du fruit du démon, ça ne fonctionne pas. Donc si l'eau a compris ça et qu'il le met en pratique, il ne sera pas attiré, et donc Barbe Noire ne pourra pas désactiver son fruit du démon. Ce qui est aussi un gros nerf en réalité pour son fruit du démon, parce que quand on n'avait pas cette notion, Barbe Noire était beaucoup trop cheap. On a ensuite quelque chose de très cool, c'est de voir la marine, de voir l'amiral en chef. Je n'aime pas beaucoup Akainu, mais c'est un personnage très intéressant. Et ce qui est trop cool, c'est de voir que la marine, ils sont au courant. Là, il y a confrontation, l'empereur Barbe Noire et Trafalgardo, ils sont entrés en confrontation. Et on voit aussi Akainu, c'est de plus en plus montré à chaque fois qu'on le voit, il a les mains et poings liés. Il dit encore une nouvelle fois, on doit attendre que la bataille se termine. Et il dit, putain, mais ma fonction, c'est quoi? C'est de ne rien faire, je ne peux rien faire, je ronge mon frein, putain, c'est ça le poste d'amiral en chef, c'est de ronger son frein, de ne rien faire. Et en fait, il est très frustré, parce qu'il a eu des ordres supérieurs, et qui sont sûrement des ordres du Gorosei, en fait, de Im, parce que Im, ça l'arrange. Im, savoir qu'il y a possiblement Barbe Noire qui peut perdre, qui peut être renversé, qui peut tomber, on se souvient, souvenez-vous, Im avait l'affiche de Barbe Noire quand elle tenait, vous savez les affiches, il y avait celle de Luffy, celle de Vivi, celle de Shirahoshi, celle de Barbe Noire. Im, elle a cette personne a des plans, ce personnage a des plans, il y a des trucs qu'elle veut faire, il y a des trucs qu'elle veut pas que ça bouge ou qu'il se sache pas. Donc, je pense que réellement, elle a donné l'ordre de dire, dites à Sakazuki de ne pas intervenir. Le Gorosei a dit à Sakazuki, non, tu n'y vas pas. Et voilà. Le problème, c'est qu'il en a marre, parce que lui, pour le coup, lui, il est vraiment dans la justice en mode putain, mais s'il y a une opportunité à aller péter la gueule à des mecs qui cassent des couilles de ouf, je veux y aller. En fait, et c'est là où en fait, il faut pas. Les gens sous-estiment trop la marine. Akainu et Kizaru, ils se ramènent dans un fight où il y a Barbe Noire et l'eau, et je pense que beaucoup de gens se rendent pas compte du bordel. Mais vraiment, si là, Akainu rentrait en action sur cette confrontation parce que c'est le bordel, je peux vous dire que ça serait une sacrée merde. Kizaru et Akainu, c'est des mecs ultra balèzes. Les amiraux, ils sont ultra balèzes. Le seul souci, le seul truc, c'est que moi, par contre, ce que je me demande, c'est qu'on a vu que la marine n'est pas intervenue à Wano. Donc, Im-sama a dit au Gorosei, laissez faire, laissez Luffy, la nouvelle génération, se battre avec l'ancienne. C'est passé ce qui s'est passé. Wano, machin, bidule. Il y a eu des problèmes à la rêverie. Le personnage d'Im s'en est un peu coupé avec Loulouzi, etc. On a encore une confrontation avec Barbe Noire et l'autre très importante. Et encore une fois là, elle laisse faire. Est-ce que Im, justement, ne veut pas le chaos? Elle veut pas le chaos là où elle... En fait, c'est un peu ça, c'est réel en fait. La rêverie, etc., ça l'emmerde. Les révolutionnaires qui viennent l'emmerder à la rêverie, qui viennent l'emmerder chez elle, qui viennent la découvrir, etc., elle les extermine. Lulucia, vous êtes exterminés. Néanmoins, ceux qui foutent le bordel sur des pays où elle a aucun contrôle, mais allez-y! Vous voulez détruire Wano Kuni, vous voulez vous battre à Onigashima, mais allez-y! Butez-vous entre vous! Trafalgarlo, Barbe Noire, mais butez-vous entre vous! Moi, je l'ai vu comme ça. Ensuite, on repasse sur Egghead. C'est cool. Je m'attendais pas à ce qu'on revienne sur Egghead. Il y a vachement de trucs.
Donc là, qu'est-ce qu'on apprend? Déjà, première chose, on voit que le pacifista s'est arrêté parce que Bonnie a utilisé son pouvoir pour transformer tout le monde. On voit que Luffy a 70 ans. Alors c'est le Luffy 70 ans, on l'avait vu dans SPS, c'est le Luffy 70 ans dans un mauvais état qui a mal tourné. Alors ce qui est cool, c'est que voilà, Luffy le comprend, il est pédagogue avec Bonnie, il lui dit ben voilà, je comprends ce que tu ressens, mais c'est pas ton père, c'est un pacifista. Et là tu nous as mis dans la merde en me laissant pas lui péter la gueule. On a Chopper complètement dans un état catastrophique aussi qui lui dit, qui gueule sur Luffy en lui disant mais ça suffit, Bonnie pardonne-le. C'est parce que les pacifistas ils nous ont bien emmerdé nous. Jinbei qui dit bah, le problème est épineux. Voilà, qui allait dans le droit de considérer son clone comme un membre de ta famille. Bon, voilà. On voit Chopper qui dit voilà, ce serait cool que tu nous rendes notre apparence parce que là, ben, on n'est pas bien quoi. Luffy et Chopper sont clairement pas dans une super forme. Là où Jinbei et Bonnie ont rajeuni, mais vraiment cool quoi. Là où Chopper et Luffy ils ont vieilli mais mal. Donc là on a Jinbei qui parle, qui dit ne le prends pas mal Bonnie, mais si je résume les infos dont je dispose, ben en fait Kuma c'était un mauvais souverain du royaume de Sorbet, qui a été chassé par son peuple et qui est devenu pirate, qui est devenu révolutionnaire. En fait il fait un petit récap, etc. de ce qu'il sait. Ce qui est cool, c'est en fait de se rendre compte que Jinbei a tout faux. Il a tout faux. Ce chapitre nous apprend que cette vision-là est complètement fausse et que la vision qu'on avait sur Kuma, un tyran, est fausse depuis longtemps. Le gouvernement mondial, Im-sama, a menti à Jinbei. Forcément, c'était un grand corsaire, donc il a eu des infos erronées. Kuma, on va apprendre dans ce chapitre que c'était un bon souverain, c'était quelqu'un qui prenait soin de son peuple. Malheureusement, il n'était pas pour les décisions du gouvernement, donc il s'est révolté, ou du moins pas révolté, mais il a révoqué des décisions, il a dit non, je ne veux pas faire ce que vous voulez, nanani, nanana. Donc, le gouvernement mondial l'a déchu de son titre et a changé son histoire, a dit c'est lui le méchant, c'est lui qui crée les problèmes. Alors, assez intéressant aussi de voir, et en fait ce qui nous explique ça, c'est tout simplement le fait que Vegapunk à la fin du chapitre parle avec Dragon. Donc, Dragon est sûrement un révolutionnaire. Dragon oui, ça c'est logique, pardon. Vegapunk est sûrement un révolutionnaire, donc Kuma est sûrement un révolutionnaire aussi. Ils se sont vus entre eux pour devenir un cyborg. Il y aura sûrement un plan pour retourner les pacifistas contre le gouvernement mondial, je pense, ou les séraphins. Donc en fait, c'est un peu ça le truc. Je pense qu'il y a eu un quiproquo. Ce que dit Jinbei, c'est putain, moi j'ai su ça en tant que membre du gouvernement, en tant que Chichibukai. Et en fait, tout ce qu'on apprend, ben, c'est que c'est non. C'est non. Ben non, en fait, c'est pas pour ça. C'est pas pour devenir un corsaire qu'on l'a obligé à devenir un clone. C'est parce que, en fait, il y a eu double jeu. Il a accepté parce qu'il est révolutionnaire que Vegapunk est révolutionnaire. C'est pour ça qu'il a pu protéger le Sunny pendant 2 ans. Et que Vegapunk a fait ces choix-là. C'est pour ça qu'il a aidé Ashabodi les Mugiwara. Donc, vraiment, en fait, on se rend compte que l'histoire de Kuma, on a eu que des mots. Le mauvais angle en fait. On a eu que l'angle de la marine, et en fait qui est un angle complètement faux. Et Bonnie nous le dit, elle dit voilà, c'était faux. Voilà, donc elle dit voilà que son père était pas un tyran, mais qui détestait le gouvernement mondial et qui voulait pas collaborer avec lui, et que voilà, on l'a transformé. Voilà. On voit Luffy et tout qui s'extasient sur le sabre laser, très classe. Est-ce que ce sabre laser va jouer un rôle? On verra. On voit d'ailleurs que Bonnie dit cette décharge regorge d'inventions abandonnées par Vegapunk. Donc Vegapunk aurait abandonné dans une décharge un sabre laser qui est en plus utilisable. C'est quand même une invention assez cool. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est puissant? Est-ce que ça tranche tout? Enfin, très intéressant de voir ça. On voit qu'elle dit par contre un truc très bien, c'est qu'elle dit voilà, on a en tout cas ce qui a été fait à mon père, c'est un meurtre commis au nom de la science. Mon père disait toujours qu'il appartient à une race spéciale, peut-être, et alors ça ne justifie pas les expérimentations qu'on lui fait subir, et ce n'est pas non plus une raison pour le tuer.
qui est un très beau message avec la science actuelle et les recherches actuelles. Il y a la bonne science, la mauvaise science. Les mauvaises sciences qui exterminent les races et qui étudient les races de très mauvaise manière. En fait, c'est ce qu'elle dit. En fait, Oda nous fait passer un message, c'est la science est quelque chose de primordial, la médicale c'est quelque chose de primordial. Par contre, il faut respecter les races qu'il y a sur notre planète. Nous sommes une espèce parmi toutes les espèces d'animaux qu'il y a sur la planète Terre. Il faut respecter combien d'animaux sont torturés pour la science, pour les recherches, etc. et sont mal respectés, sont dans des mauvaises conditions. Moi je le vois comme ça en tout cas, c'est le message que je trouve qu'elle peut passer en disant il est dans une race spéciale, etc. C'est intéressant aussi de savoir que Kuma est d'une race spéciale, et donc qu'est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est d'une race de la Lune? Est-ce que c'est est-ce qu'il vient d'ailleurs? Est-ce qu'il est qu'est-il? On se souvient de Big Mom qui disait qu'elle avait toutes les races sauf 3 il me semble, donc est-ce qu'il est l'une de ces races? Bonnie, est-ce qu'elle est de cette race du coup? Voilà, la question se pose, assez intéressant. On continue avec du coup, on repasse sur le côté du Thousand Sunny, et ça va être la fin du chapitre qui arrive d'ailleurs. On voit donc le robot qui peut s'envoler dans le ciel avec 2 gros immenses réacteurs, le Vegaforce 01. Il peut se propulser dans les airs, c'est ce qu'il dit, il a un système anti-gravité, donc voilà, le Vegapunk qui est avec eux leur explique un peu les trucs. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que tout simplement, il y a une île céleste au-dessus de la ville de Egghead. Et qu'en fait, le laboratoire de Vegapunk est foutu sur une île céleste, sur des nuages, souvenez-vous comme à l'époque on avait eu les détails, sur des nuages qui permettent de marcher dessus et de construire dessus. Et c'est assez classe en fait, c'est hyper classe, c'est hyper beau quand on va voir ça, en animé, ça va être super beau. Ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que le Sunny est amené au niveau du laboratoire de Vegapunk tout en haut. On sait que le Sunny il peut descendre d'une île céleste sans souci, hein, avec le coup de burst, etc. Il peut voler, le Sunny, c'est pas un souci. Par contre, moi l'idée que j'ai, c'est que si le Sunny est amené ici, c'est que Vegapunk et Franky vont encore faire évoluer le Sunny. Je vous dis ça, je ne dis rien. Donc voilà, ils nous font la réflexion que c'est le même sol que l'île céleste, et ils disent, voilà, Vegapunk il dit, bah oui, bien deviné, c'est ça et ça, ils font les Ilonembus et les Océonembus, nanani nanana. On est arrivé à l'entrée du labo, ça on a imposé un max, d'ailleurs le labo de Vegapunk, putain, il est immense. Elle leur demande de changer de tenue, mettre une tenue de recherche, alors ça... c'est assez drôle en fait je trouve d'appeler tenue de recherche. Quand je vois la tenue de Jimé, je me dis ok, sacrée tenue de recherche. On voit les dumb shoes qui s'ajustent à tous les pieds. On dirait qu'elles pèsent une tonne, mais en réalité en fait pas du tout. En fait c'est l'impression que ça donne, mais elles sont hyper légers. Et là on arrive sur la dernière double page. Oda nous se fait plaisir avec les doubles pages avec une nouvelle fois, je l'avais dit lors du dernier chapitre, les Mugiwara qui sont tenus pour les prochaines figurines. Vous pouvez être certain que lorsque ça va arriver en animé, vous allez avoir des figurines, des Mugiwara dans ces tenues, vous pourrez en être certain. Oda adore, là j'ai l'impression de dessiner les Mugiwara comme ça. On voit Robin qui est vraiment classe avec un immense décolleté, un blouson en cuir, très Robin, hein, le blouson en cuir avec des clous, un immense décolleté. Ce qui est sympa à voir, c'est que apparemment, si je me souviens bien, Bonnie, Robin et Nami n'ont pas de pantalon. Je ne sais pas pourquoi Oda les dessine sans pantalon. Ils sont une sorte de culotte, je ne sais pas trop, maillot, je ne sais pas trop ce que c'est. Donc la tenue de Robin est vachement classe, vachement cool. Elles ont des petits écouteurs aussi. Usopp est grave classe comme ça. Je n'aime pas du tout Franky, mais Franky, moi j'ai toujours du mal avec ses tenues. Sanji qui se pose pourquoi il a une chemise à fleurs, je comprends pas non plus. Je comprenais avec Jimmy, mais là je comprends pas. Je n'aime pas toutes les tenues, mais j'avoue que je trouve Robin, Bonnie, Nami vraiment classe. Il y a un vrai chara-design futuriste, j'aime bien. Usopp, je le trouve incroyable, mais avec Sanji, Franky, Luffy, j'ai un peu du mal. Quoi. Et là, on arrive sur du coup la dernière révélation, avec tout simplement un des aspects de Vegapunk, le premier qui a en fait, si je me trompe pas la raison, je me souviens plus, bref, Vegapunk qui est en contact avec Dragon et qui lui dit
Je voulais juste que tu saches que j'en ai plus pour très longtemps. Parce que, alors, comment il sait ça? Parce que en fait, on sait qu'il y a le Romuchi qui arrive avec Séraphin pour assassiner Vegapunk. Le truc, c'est qu'il y a quand même l'empereur Mugiwara no Luffy qui est sur l'île. C'est le fils de Dragon. Lui, il est censé être au courant. Bon, moi, je pense qu'en réalité, je n'en ai plus trop longtemps. C'est au cours du dialogue avec Dragon qu'en fait, on n'a pas le début du dialogue entre eux, quand on arrive à la moitié, et qu'en fait, quand il dit, je voulais juste que tu saches, c'est en fait, je voulais juste que tu saches que ton fils est chez moi et qu'ils vont se rencontrer et qu'il va lui donner des informations. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. C'est Vegapunk qui dit, Dragon, bientôt je vais mourir. Dragon qui dit, arrête de dire des conneries. Lui qui dit, voilà, je te dis ça. Et surtout, ce que je veux que tu saches, c'est que l'empereur, ton fils, Luffy, est sur mon île, arrive dans mon laboratoire et nous allons nous rencontrer. Voilà. C'est comme ça que je vois le truc. C'est comme ça que j'ai analysé et j'ai compris la fin de ce chapitre. J'ai très hâte de voir la suite. J'ai bien aimé, voilà, j'ai bien aimé ce chapitre. C'est un chapitre comme d'hab avec plein de trucs, plein de révélations, plein d'infos. Moi, il y a même, moi, je trouve même quelques incohérences où je me pose plein de questions. J'adore One Piece pour ça, c'est que c'est le manga quand même où quand je lis les scans, putain, mais je me pose tout le temps des questions, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a plein de réponses que je n'aurai pas parce qu'Oda ne me les donnera pas et que c'est comme ça, il va nous laisser dans le flou et c'est pas frustrant parce que je me dis bah pourquoi pas. Mais j'adore ça. Donc c'est un chapitre qui, voilà, comme je vous disais, c'est un chapitre qui m'a frustré, c'est un chapitre qui m'a frustré sur certains trucs, donc pudding, tout ça, vous l'avez vu, qui m'a fait kiffer sur plein d'autres trucs, qui m'a appris plein de trucs, qui m'a fait me poser des questions sur plein de trucs, donc un super bon chapitre. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Désolé de sortir cette critique analyse un peu en retard, elle va sortir aujourd'hui, donc en ce mardi, je suis désolé, c'est un peu en retard, mais au moins elle est là. Je vous dis à la prochaine, donc pour le chapitre 1065, j'ai très hâte de voir la suite. Vous pouvez vous abonner en cliquant là, vous pouvez voir ma dernière critique ici, c'est la critique du chapitre 1063 si vous ne l'avez pas vu. Je vous dis à la prochaine, salut tout le monde, c'était Choupès, bye bye.